Bienvenue à toutes et à tous sur ce webinaire qui aujourd'hui va porter sur les reconstructions mammaires secondaires. Alors, je vais partager mon écran. Faut que je trouve où c'est. Partager l'écran. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran correctement? Super, Elsa. Super. Impeccable, je vais fermer ça. Voilà. Donc, on va parler aujourd'hui des reconstructions mammaires secondaires. Je vais d'abord vous donner quelques chiffres. Voilà. Donc, les chiffres en France, il y a environ 60 000 cancers du sein par an en France, enfin, nouveaux cancers du sein par an en France. Sur ces 60 000, il y a les 2 tiers qui vont avoir un traitement conservateur. Donc, les mastectomies ne concernent qu'un tiers de ces patientes. Ça veut dire qu'il y a 20 000 patientes qui vont avoir une mastectomie. Sur ces 20 000 patientes qui vont avoir une mastectomie, il y a environ 17% de reconstruction mammaire immédiate, c'est-à-dire à peu près 3 000. Il y a donc 17 000 patientes par an qui ont une mastectomie sans reconstruction mammaire immédiate et seulement 30% vont avoir une reconstruction mammaire secondaire. Ça veut dire qu'il y a 12 000 patientes par an en France qui n'ont pas de reconstruction mammaire après une mastectomie. Certaines par choix, mais pas toutes. Nous allons voir au cours de ce webinaire les différentes techniques de reconstruction mammaire secondaire et ensuite comment on peut améliorer une reconstruction mammaire qui serait imparfaite. Nous avons fondé pour faire face à cette demande et à cette spécificité des reconstructions mammaires une unité à l'Institut du sein qui s'appelle Restitute, qui est une unité de reconstruction. Alors, dans un premier temps, le docteur Jenny-Claude Milochaud va vous parler des reconstructions mammaires par prothèse. Puis ensuite, Kim de Frémicourt vous parlera des reconstructions par lambeau. Nailloir de l'utilisation des fillings en reconstruction. Et je terminerai par comment on fait pour améliorer une reconstruction mammaire. Je donne la parole à Jenny. Donc, bonsoir tout le monde. Alors, je vais partager mon écran. Si vous pouvez juste me confirmer que c'est bon de votre côté. C'est tout bon, pas de C'est souci. bon. D'accord. Donc, on va évoquer ensemble la reconstruction mammaire secondaire par prothèse. Donc, il faut savoir que l'HAS et l'INCA ont publié des outils de réflexion et d'aide à la décision pour la reconstruction mammaire, car comme l'a rappelé Isabelle, il y a près de 20 000 patientes qui vont avoir une mastectomie et seulement 30% vont se diriger vers la reconstruction et parfois par manque d'informations. Dans tous les cas, après mastectomie, les patientes ont deux options. Soit garder le buste plat par choix, soit avoir les informations et décider de se faire reconstruire un volume mammaire. Mais alors, une autre question survient, c'est par quelle technique? Schématiquement, pour les reconstructions mammaires, il y a 3 modes. 1, les prothèses mammaires en silicone, que tout le monde a déjà un petit peu vu. Les lambeaux, c'est-à-dire qu'on va utiliser les propres tissus de la patiente et pour les plus connus, le muscle du grand dorsal en arrière du dos et la graisse et la peau du ventre pour le DIEP. Et pour le troisième mode, c'est le lipofilling, c'est-à-dire le prélèvement de graisse, que ce soit sur le ventre, sur les cuisses et qu'on va réinjecter au niveau de la poitrine. À savoir que dans 80% des cas, en reconstruction secondaire, on utilisera des prothèses. Alors, quelles sont les bonnes indications ou contre-indications pour avoir recours à une reconstruction secondaire par prothèse? Il va falloir en consultation qu'on évalue la laxité de la paroi thoracique de la patiente. En effet, il faut qu'elle ait une paroi souple. Si elle a eu de la radiothérapie, on va chercher les séquelles de la radiothérapie, c'est-à-dire que la patiente pourrait avoir une peau
trop fine, une peau collée, adhérente à sa paroi, qui ne permettrait pas d'avoir la laxité nécessaire pour reconstruire par prothèse. Il peut aussi y avoir un manque de peau lors de la réalisation de la technique de mastectomie et on va bien sûr étudier la morphologie de la patiente, à savoir que pour des patientes qui auront peut-être des BMI un petit peu élevés, on s'orientera peut-être sur plutôt des lambeaux que des prothèses. Et bien sûr, comptera énormément dans cette décision le choix de la patiente. Les avantages et les inconvénients de la reconstruction par prothèse sont pour les avantages une intervention courte. On reprend la même cicatrice que la cicatrice de mastectomie, donc pas de nouvelles cicatrices, contrairement par exemple à la technique des lambeaux où il y aura des cicatrices dans les zones de prélèvement. Il y a un résultat qui va être obtenu en 1 ou 2 temps opératoires, contrairement à la reconstruction par injection de graisse répétée qui va nécessiter le plus souvent 4 ou 5 temps. C'est une intervention donc moins longue, par exemple, que la chirurgie des lambeaux. Et surtout, on ne se coupe pas les ponts pour les autres techniques de reconstruction. On peut très bien commencer par une reconstruction par prothèse et finalement devoir switcher soit parce qu'il y a des complications, soit par choix vers des autres techniques comme les lambeaux ou le lipofilling exclusif. Pour les inconvénients, la patiente va, dans un certain nombre de cas, pouvoir développer une coque. On va voir ensemble ce que c'est. Il va pouvoir survenir une rupture de l'implant et donc la nécessité d'une certaine maintenance lorsqu'on utilise des implants. Et surtout, la question systématique quand on utilise des prothèses, c'est que fait-on de l'autre sein? L'asymétrie de l'autre sein, puisque une prothèse a une forme et un toucher bien particulier et qu'il pourrait y avoir une détérioration de la symétrie et du résultat dans le temps, puisque l'autre sein naturel va lui continuer à évoluer pour son propre compte, alors que la prothèse aura un résultat assez figé. Ce qu'il faut savoir sur ce type d'intervention, c'est que la durée d'intervention est de 1 à 3 heures. La durée d'hospitalisation varie entre 1 et 3 jours. Il y aura la nécessité de 1 à 2 chirurgies, en sachant que la deuxième chirurgie, notamment d'amélioration dont va nous parler Isabelle, sera pour la plupart des cas réalisée en ambulatoire, donc beaucoup plus légère. Les suites post-opératoires de la pose d'implant, il y aura des douleurs le premier jour, mais qui sont bien contrôlées par les antalgiques. Et les patientes, même dès le réveil, grâce à la technique du PEX block et une anesthésie des muscles pectoraux, se réveillent beaucoup plus confortables et avec en fait finalement surtout une sensation d'inconfort. Et la convalescence sera de 4 à 8 semaines. Alors, pour avoir une bonne qualité de reconstruction mammaire secondaire, ça va reposer sur 3 paramètres. 1, il va falloir choisir le bon implant, la bonne taille, la forme. 2, il va falloir reconstruire le sillon du sein. Et 3, ça va être l'épaisseur autour de cette prothèse. Alors, la prothèse, eh bien, il existe 3 types de prothèses. Des prothèses anatomiques qui ont une forme, on dit classiquement, de poire, les prothèses rondes et les expandeurs qui sont des prothèses qui se gonflent et qui se dégonflent. Et on voit que dans la très grande majorité des cas, on utilise des prothèses anatomiques. Pour la technique de reconstruction et notamment de reconstruction du sillon, les prothèses vont être mises en rétropectoral, derrière le muscle pectoral que vous voyez ici. La patiente qui a eu sa mastectomie a une cicatrice oblique et n'a plus son aréole et son mamelon. On va donc, sur ce thorax plat, réaliser ce qu'on appelle un lambeau d'avancement abdominal, c'est-à-dire qu'on va recruter la peau abdominale ici pour la remonter et finalement créer un nouveau sillon plus haut avec plus de laxité. Cette patiente, qui avait été initialement opérée ailleurs, a consulté pour donc reconstruction mammaire secondaire. Elle avait une bonne laxité cutanée. On a donc réalisé un lambeau d'avancement. On a recruté la peau abdominale et on l'a remontée pour recréer le nouveau sillon sous-mammaire avec sa prothèse et donc assez de peau pour reconstruire le sein. Donc, pour faire un petit point sur les complications, car qui dit chirurgie dit malheureusement toujours complications, enfin pas toujours, heureusement, mais dans un certain nombre de cas, complications, il y a les complications à court terme. Les hématomes dans 2% des cas, il peut y avoir une souffrance de la peau, une souffrance cutanée dans 3%,
des infections dans 3% des cas, à savoir qu'on a développé à l'Institut du sein un protocole de sauvetage des implants infectés par antibiothérapie. Je vous laisserai voir les publications si ça vous intéresse. Et malheureusement, mais dans de rares cas, un retrait de l'implant en cas de complications. En tout cas, ce que ça signifie, c'est qu'il faut s'adresser à des équipes entraînées à la reconstruction. Pour les complications à court terme, peut survenir une coque. Alors, qu'est-ce que c'est une coque? Ça s'appelle aussi une contracture capsulaire. C'est une réaction inflammatoire autour de la prothèse et ça va créer un épaississement, une rétraction de la peau sur l'implant. Et ça va donner une sensation, ça va être dur, ça va déformer le sein, ça peut être inesthétique et donner des douleurs. Et ça sera amélioré notamment par du lipofilling et je pense que Neil ou Isabelle nous en reparleront. Pour l'autre complication à court terme, c'est la rupture d'implant. Mais en fait, la rupture, souvent, ça affole les patientes alors qu'en fait, ce n'est jamais une urgence. Ce n'est pas grave, ce n'est pas dangereux et il n'y a pas de date de péremption sur les implants. On les change effectivement quand ils sont rompus, mais sans aucune urgence. Donc, quand on fait une reconstruction par implant, c'est vrai qu'il faut savoir qu'il y aura certainement besoin de temps de changement d'implant d'une certaine maintenance. Et ces patientes qui ont eu donc un cancer sont de toute façon surveillées dans le cadre du cancer et il est recommandé également de suivre les patientes porteuses d'implants par un examen clinique et au moindre doute par des examens complémentaires comme une échographie, une IRM qui mettront peut-être en évidence cette rupture et donc ce changement à réaliser sans aucune urgence. Juste un petit mot, parce que parfois, il y a des patientes qui lisent beaucoup de choses sur le lymphome anaplasique à grandes cellules associé à un implant qui a un cancer, mais qui a un cancer rare, qui a été surtout rapporté avec les implants macrotexturés qu'on ne pose pas. Et donc, il faut savoir que les implants mammaires n'augmentent pas le risque de cancer du sein. Quand on parle de reconstruction par prothèse, se posera systématiquement de la symétrisation de l'autre sein. En effet, que fait-on pour l'autre sein puisque la prothèse aura une forme assez rigide, un toucher assez dur, enfin pas dur, mais en tout cas plus rigide que l'autre sein, que le sein naturel. Et donc, pour l'autre sein, on va avoir souvent recours à la pose également d'un implant contralatéral, plus ou moins une association avec des injections de graisse dont vont nous parler Neil et Isabelle, et un redrapage du sein. Par exemple, cette patiente avait eu de la radiothérapie. Elle a eu une reconstruction par donc prothèse, injection de graisse pour adoucir et arrondir le résultat, reconstruction d'aréole et de mamelon, et une prothèse contralatérale pour symétriser le sein et le rendre un peu plus bombant. Voici un autre exemple de symétrisation. La patiente a eu une mastectomie à droite et radiothérapie, reconstruite elle aussi par prothèse et un temps d'amélioration par filling et une augmentation de l'autre côté par un implant. Quand je vous dis un temps d'amélioration, en effet, la deuxième question, la première, c'est la symétrisation. La deuxième question, ce sera l'amélioration. Dans 60% des cas, les patientes vont être demandeuses d'un deuxième temps opératoire pour améliorer donc, le côté reconstruit par la prothèse. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer? C'est éventuellement la hauteur du sillon qui sera trop haut ou trop bas. On va modifier également la loge, peut-être pour mettre la prothèse plus en interne, plus en externe. Et on va masquer surtout, et ça c'est la très grande majorité des cas, on va utiliser le lipofilling, l'injection de graisse, pour masquer les contours de la prothèse et rendre le résultat beaucoup plus naturel. Voilà une patiente par exemple qui avait eu une mastectomie, de la radiothérapie, une reconstruction par prothèse et filling. En conclusion, dans 80% des cas de reconstruction mammaire secondaire, on utilisera des prothèses. Il faut s'adresser à des équipes entraînées. Et il faut savoir que si on fait une reconstruction par prothèse, on évoquera les temps donc d'amélioration et de symétrisation de l'autre sein. Je vous remercie pour votre attention. On va donner maintenant la parole à Kim de Frémicourt qui va nous parler des reconstructions par lambeaux. Alors, bonjour à Alors, tous. Vas-y.
Nelly, tu as quelque chose? On n'a pas le chat qu'on a d'habitude, mais on a l'espace discussion si vous voulez commenter. Et il y a un espace de questions-réponses si vous avez des réponses. On sera ravis d'y répondre. Je t'en prie, Kim. Super, merci pour le rappel. Donc, Kim de Frémicourt, je suis chirurgien plasticien à l'Institut du Sang Paris. Je vais vous parler de la reconstruction par lambeaux. Alors, on a vu avec Jenny ce que c'était une reconstruction par prothèse, donc non autologue, et moi je vais parler de la reconstruction autologue, donc c'est avec ses propres tissus, donc ça peut être un lambeau ou ce dont va parler Neil par lipofilling exclusif. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est un lambeau? Donc, c'est une reconstruction par ses propres tissus, mais ce sont des tissus qui vont être vascularisés, donc irrigués par une artère et une veine. C'est une transposition de tissu sain. Il peut être libre ou pédiculé, on va voir ça par la suite. Donc, un lambeau libre, c'est un lambeau à distance qu'on va prendre. Et en reconstruction mammaire, ça va être au niveau du ventre, donc c'est le diep, ou au niveau des cuisses, donc c'est le PAP ou le gracilis. On va venir disséquer l'artère et la veine qui vont irriguer cette zone-là. On va les déconnecter, puis on va les reconnecter au niveau de la zone à reconstruire. Donc, c'est au niveau de la zone thoracique, et ce sont des vaisseaux qui sont derrière les côtes. On va rebrancher ces vaisseaux-là. C'est des vaisseaux qui sont assez petits, qui font environ 2 mm de diamètre. On va faire plein de points autour. Ça s'appelle une anastomose. Donc ça va permettre de revasculariser le lambeau. Malheureusement, avec cette microchirurgie, il y a toujours un risque de thrombose, c'est-à-dire de caillot qui va se former au niveau de l'anastomose, et dans quelques pourcentages, il y a un risque d'échec. Donc l'échec, c'est-à-dire que le sang ne va plus passer, le lambeau va nécroser, et on va devoir refaire une autre type de reconstruction. Un lambeau pédiculé, au contraire, c'est une transposition de tissu. On va venir juste faire une rotation sans déconnecter les vaisseaux. Et en reconstruction mammaire, c'est le lambeau de grand dorsal. Il n'y a pas de microchirurgie, donc quasiment pas de risque d'échec. Alors pourquoi est-ce qu'on va choisir la reconstruction par lambeau? Il y a deux cas en général. Donc c'est soit le premier cas où la reconstruction par prothèse va être difficile, voire impossible. C'est le cas de seins qui vont être volumineux, ptosés. On sait qu'on ne va pas avoir un bon résultat avec une prothèse. Ça va automatiquement impliquer aussi la symétrisation de l'autre sein avec une réduction. Aussi, si la peau du thorax est de quantité insuffisante ou de qualité non satisfaisante, c'est souvent le cas après une radiothérapie, on ne va pas pouvoir utiliser cette peau-là pour camoufler, pour cacher une prothèse. Donc, on va devoir ajouter une peau neuve qui va être bien vascularisée. Donc, c'est un lambeau avec une palette cutanée à cet endroit. Deuxième cas de figure, c'est la patiente qui ne veut pas ou qui ne veut plus de corps étranger, qui va donc remplacer la prothèse par un lambeau. Alors, les avantages et inconvénients de ces lambeaux, l'avantage, c'est que vu que c'est une reconstruction autologue, c'est une reconstruction qui va être définitive. Il n'y a pas besoin d'entretien contrairement à une prothèse. C'est quelque chose qui est naturel, qui est souple et qui est une reconstruction, ce qu'on appelle chaude. Donc, quand vous allez toucher votre poitrine reconstruite, c'est de la même température que l'autre sein. L'inconvénient, c'est que vu qu'on va prélever des tissus à un endroit, on va forcément rajouter des cicatrices et parfois, dans certains cas, des douleurs résiduelles. Et comme on a vu, en cas de microchirurgie, il y a un risque d'échec. Et souvent, une convalescence un peu plus longue que les prothèses. Alors, quel lambeau est-ce qu'on va choisir? Déjà, on va voir s'il n'y a pas de contre-indication à cette chirurgie. Donc, est-ce que la patiente fume? Est-ce qu'elle n'a pas trop de comorbidité de type diabète, hypertension artérielle? Et ensuite, on va venir l'examiner aussi cliniquement. On va voir s'il y a assez de tissu pour pouvoir apporter du volume au niveau de la zone à reconstruire. Donc, est-ce qu'il y a assez d'excès cutanéo-graisseux au niveau du ventre, au niveau des cuisses, au niveau du dos? On va aussi regarder le volume du sein contralatéral pour voir s'il y a un grand volume à reconstruire. Et aussi, comme on a vu, la quantité et la qualité de peau au niveau de la paroi thoracique. Alors, le premier lambeau qu'on va décrire, c'est le lambeau de Dieppe. C'est un lambeau libre qui va donc nécessiter de la microchirurgie et qui va se prélever au niveau du ventre. Ça permet de prendre un grand volume un grand volume pour reconstruire un sein volumineux, bien sûr si la patiente a assez de ventre, et aussi une grande quantité de peau. Euh, L'avantage de cette chirurgie, c'est que c'est comme une chirurgie de plastie abdominale esthétique. La patiente va avoir un ventre plat, d'accord, avec une cicatrice qui va de hanche à hanche mais qui est au final a quasiment peu de séquelles au niveau des douleurs et peu de séquelles fonctionnelles. On peut aussi avec cette chirurgie faire là une reconstruction bilatérale pour une mastectomie bilatérale. Donc chaque partie, chaque moitié du ventre va servir à reconstruire un sein. Et comme on l'a vu, malheureusement, il y a des risques d'échec en microchirurgie. Donc il faut se rapprocher d'une équipe entraînée en microchirurgie. Il faut en faire plusieurs fois par mois pour avoir assez d'entraînement là-dessus et diminuer le risque d'échec.
On va aussi voir si la patiente a les perforantes, c'est-à-dire a les artères et veines suffisantes pour pouvoir prélever ce lambeau-là. Et pour ça, on va faire avant la chirurgie un angioscanner. Donc, c'est un scanner au niveau du ventre qui va venir repérer ces vaisseaux-là. L'intervention en unilatéral va durer 4 à 6 heures. Et si on fait un diap bilatéral, c'est 6 à 8 heures. Une petite semaine d'hospitalisation et un mois et demi d'arrêt de travail selon votre travail. Et aussi une gaine de contention abdominale apportée pendant un mois et demi. Donc voici des exemples de reconstruction par DIEP. On voit la palette cutanée qui a été rajoutée à cause justement de cette quantité de peau insuffisante. Idem de ce côté-là, on voit que la patiente a eu de la radiothérapie et que la paroi est figée. Et on voit ici qu'on arrive à reconstruire un bon volume de sein au niveau de la zone de reconstruction et qu'on n'a pas eu à toucher le sein contralatéral. Alors, l'autre lambeau libre, c'est le gracilis ou le pape. Donc, c'est un lambeau qui se situe au niveau de la face interne ou au niveau de la face postérieure de la cuisse. Cela va servir à construire un petit volume de sein et aussi une petite palette cutanée. Donc, on aura plus tendance à utiliser ce lambeau-là dans des reconstructions avec enfouissement du lambeau sous la peau thoracique. Euh, alors, l'avantage, c'est que chez les patientes où on ne peut pas proposer de DIEP, on peut leur proposer ce lambeau-là. Donc, c'est plutôt en seconde intention. L'inconvénient, c'est une séquelle au niveau du site d'honneur. Donc, on voit une cicatrice au niveau de la racine de la cuisse. Pareil que le DIEP au niveau du post-opératoire et de l'intervention, environ 4 à 6 heures pour un gracilis unilatéral. L'autre lambeau, donc c'est le lambeau pelliculé, c'est le lambeau de grand dorsal qui est bien connu, donc il se situe bien sûr au niveau du dos. Il va permettre de ramener aussi un grand volume de peau et de muscles au niveau de la paroi thoracique. Donc l'avantage, comme on a vu, il est pelliculé, donc peu de risque d'échec. Il est fiable et plutôt facile à prélever. Il y a quasiment zéro contre-indication aussi anatomique. Donc l'inconvénient, ça va. Donc c'est au niveau du dos qu'on va avoir des inconvénients là-dessus. Donc il y aura une cicatrice, mais aussi des douleurs dorsales qui peuvent être parfois un peu gênantes, mais qui peuvent être aussi chroniques. Donc ça dépend vraiment aussi des patientes. L'intervention dure entre 3 et 4 heures, et le post-opératoire, 3 nuits d'hospitalisation et environ un petit mois d'arrêt de travail. Donc voici des exemples de reconstruction par lambeau de grand dorsal. Des deux côtés, on a dû symétriser par une prothèse pour apporter un peu plus de volume. Voilà. Et donc rajout de prothèse ou de filling pour donner un peu plus de volume aussi pour le grand dorsal. En reconstruction mammaire, que ce soit n'importe quelle technique, il y aura toujours quasiment un deuxième temps, voire peut-être un troisième temps de reconstruction. Isabelle va en parler par la suite. Et là, on va venir modeler le lambeau avec un peu plus de finesse, rajouter un peu plus de lipofilling, galber un petit peu, reprendre les cicatrices et reconstruire la plaque aréolo-mamelonnaire. Ce temps-là se fait entre 3 et 6 mois après le premier temps de reconstruction. Il se fait en ambulatoire et ne présente quasiment pas de risque. Donc, en conclusion, le lambeau est à choisir avec et en fonction de la patiente, donc par rapport à ses choix, à ses comorbidités et aussi à sa morphologie. C'est la patiente qui va décider, bien sûr, à la fin du type de reconstruction. Les inconvénients, comme on l'a vu, des cicatrices et des séquelles au niveau du site d'honneur, un risque d'échec en cas de microchirurgie et une convalescence un peu plus longue que les prothèses. Par contre, le bénéfice, c'est qu'il n'y a pas de corps étranger dans la plupart des cas. Donc, c'est une reconstruction qui va être pérenne, naturelle, définitive et stable. Voilà. Alors, je vais essayer de rendre l'écran. Merci, Kim. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. En effet, le chat est là pour ça. Merci Kim. On va maintenant passer à Neil qui va nous parler des lipofillings qui ont quand même métamorphosé notre façon de voir et nos résultats en reconstruction mammaire. Merci pour la transition, Isabelle. Et merci pour ces topos-là. Donc, on va compléter donc cet arsenal de reconstruction en parlant en effet des fillings. Alors, on va définir ce que c'est, on va voir les indications pour qui ça s'adresse, comment la reconstruction va se dérouler, quelles sont les complications, et on va voir quelques cas cliniques pour terminer. Alors, c'est quoi? C'est quoi la reconstruction mammaire par lipofilling exclusif? Parce que c'est le terme. Bon, bah, reconstruction mammaire, vous savez ce que c'est. Lipofilling, c'est un transfert de graisse dans le sein. Et exclusif, c'est-à-dire qu'à terme, le sein ne sera constitué que de graisse.
Comment ça se passe? On va aller chercher la graisse qui est disponible dans le corps, là où elle est disponible, par une lipoaspiration. Cette graisse, on va la traiter, on va la purifier et on va enfin la réinjecter au niveau du sein. Voilà pour le principe, il est simple et on comprend assez bien comment ça marche. Par contre, quand on fait ce transfert de graisse, on sait qu'on a à peu près 30% de perte de volume de la graisse injectée. Ces 30% de pertes, on les voit, la graisse disparaît dans les premières semaines. Donc c'est assez rapide. Ce qui fait que quand on va commencer un transfert de graisse au niveau de la poitrine, on va y aller petit à petit. On va devoir faire plusieurs séances, plusieurs interventions. On va commencer par épaissir un petit peu les tissus cutanés et les tissus sous-cutanés en injectant de la graisse. Et puis petit à petit, on va avoir de plus en plus d'épaisseur et de volume, ce qui fait qu'on va avoir de plus en plus de place pour réinjecter cette graisse. Ce qui fait que plus on avance dans les séances et plus c'est rentable, plus on va gagner en volume. Entre chaque séance, il faut à peu près 3 mois pour qu'on n'ait plus de phénomènes inflammatoires, plus de phénomènes cicatriciels. Il n'y a pas de limite supérieure. Par contre, cette limite inférieure, on essaie de la respecter un petit peu. Et dernière chose là-dessus, une fois que la graisse est présente dans le sein, elle est présente de manière définitive. Elle va pas partir avec le temps, elle va pas se dégrader. Elle fait partie du corps de la patiente. On va voir maintenant les indications de cette reconstruction par lipofilling. Pour qui ça s'adresse? Alors, c'est des patients qui ne souhaitent pas de reconstruction par implant, qui ne peuvent pas avoir de reconstruction par implant, qui veulent une reconstruction naturelle. Des patients qui ont de la graisse disponible et qui ont de la graisse disponible pour plusieurs lipoaspirations, pour plusieurs temps. Des patients qui ne sont pas pressés, car c'est en effet au moins 3 à 4 temps minimum pour avoir un volume correct, sachant que vous l'avez vu, c'est 3 mois entre chaque temps, donc on se suit pendant à peu près 1 an, au moins. Et c'est des patientes qui ne souhaitent pas ou qui ne sont pas éligibles à une reconstruction par lambeau, comme nous l'a montré Kim. Et dernière chose, il y a une réversibilité de cette technique, c'est-à-dire que si une patiente, ça commence à être un petit peu long, on peut arrêter cette reconstruction et remplacer par une prothèse qui sera plus petite que si on avait fait une reconstruction par prothèse uniquement. Alors, pour qui ça s'adresse, on a vu, mais pour qui ça ne s'adresse pas, donc quelles sont les mauvaises indications? Alors, il y a certaines patientes qui ont eu des séquelles de leur radiothérapie à la suite de leur cancer et qui ont une peau très collée, des tissus sous-cutanés très fins et qui malheureusement ne pourront pas être aptes à cette technique parce qu'on n'arrivera pas, en tout cas pas avant de très très nombreuses séances, à avoir un petit volume. Ou alors, c'est les patientes qui, en général, ne souhaitent pas toucher au sein contralatéral et souhaitent garder le volume du sein contralatéral. Alors, vous allez le voir dans les exemples, on arrive à avoir des gros volumes, mais ce qu'on n'arrive pas à avoir, c'est une ptose importante du sein. On va y revenir. Donc, à côté de cette reconstruction par lipofilling exclusif simple, on a de la reconstruction par lipofilling qui est également exclusive, mais qui se fait en désexpansion. De quoi on parle? En fait, on va, au début de la reconstruction, placer un implant qui est temporaire, qui est gonflable et dégonflable, et qu'on va dégonfler au fur et à mesure qu'on va rajouter de la graisse autour de celui-ci. Pourquoi? Parce que en fait, ça permet d'avoir quand même 2 volumes mammaires à peu près symétriques pendant tout le temps de la reconstruction, qui, comme on l'a vu, peut durer 1 an au moins. Alors, on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors, les lipofilling simples, on a vu, donc c'est juste des séances de lipofilling. Donc, on va juste se focaliser un petit peu sur les lipofilling en désexpansion. L'idée, c'est lors de la première intervention d'aller placer un expandeur dans la zone à reconstruire. Donc, nous, on a l'habitude de le placer derrière le sein. Et c'est ce qui, pour nous, est plus efficace lors des futures séances où on va rajouter du lipofilling. D'ailleurs, lors de cette première intervention, on va en profiter pour aller truffer la peau autour de l'expandeur. On va aller la truffer de graisse. Ensuite, en consultation, on va dégonfler ou regonfler l'expandeur avec du sérum physiologique, avec de l'eau, pour pouvoir obtenir une symétrie par rapport à l'autre sein, pour pouvoir avoir à peu près un équilibre
lorsque le volume de graisse n'est pas encore assez suffisant. Ensuite, on l'a vu, on fait des lipofillings simples, toujours dans la zone autour de l'expandeur. Et puis, plus on va mettre de la graisse, plus on va dégonfler cet expandeur, parce que la graisse va remplacer l'eau qui est à l'intérieur de l'expandeur. Enfin, la dernière étape, ça sera de retirer cet expandeur. Donc, une fois qu'on a un bon volume de graisse, on va pouvoir reprendre la même cicatrice de mastectomie, aborder la même loge, retirer l'expandeur. Et évidemment, on n'oublie pas, on continue, parce qu'on pourra toujours le faire, on pourra toujours continuer à mettre de la graisse au niveau du sein reconstruit. Qu'en est-il du sein contralatéral? Alors, dans une majorité des cas, mais pas tous, il y a une indication à retoucher le sein contralatéral, soit pour réduire son volume, dans les cas de gros volume, soit pour redraper le sein, si le sein est un peu ptotique, s'il tombe un petit peu. Cette étape, on peut la faire n'importe quand dans la reconstruction mammaire. Donc, ça peut être soit au début, n'importe quand, soit au début, soit au milieu, soit à la fin, s'il y a une indication à le faire. Évidemment, encore une fois, on en profite pour remettre un petit peu de lipofilling si nécessaire. Quelles sont les modalités de cette intervention? Alors, je parle uniquement de l'intervention du lipofilling seul, du transfert de graisse. Ça dure 1 heure, donc c'est assez rapide. Ça se fait évidemment sous anesthésie générale. Les patientes rentrent en majorité le soir, donc en ambulatoire. Rarement, elles restent 1 nuit à la clinique. Il faut prévoir environ 8 jours de pansement. Au niveau des douleurs, faibles, voire quasi rien au niveau de la poitrine. Par contre, quelques petites douleurs significatives, mais ça peut être important au niveau des zones aspirées en fonction de ce qu'on aspire, que ce soit au niveau des flancs, des cuisses, etc. On peut envisager la reprise du travail à 5 jours. Il faut porter des vêtements de contention, donc soutien-gorge et panty, pas de manière stricte, mais pendant 15 jours à 3 semaines, et pas de sport pendant environ 3 semaines. Alors, les complications, quelles sont-elles? Les complications précoces, il n'y en a pas beaucoup. Alors, parfois, il y a des petites infections, mais c'est extrêmement rare, mais je me devais d'en parler. En revanche, ce qu'on verra, c'est plus des complications tardives. Alors, il existe, c'est le classique, c'est des kystes de cytostéatonécrose, c'est-à-dire que c'est des petites boules qu'on sent sous la peau qui correspondent en fait à des petites boules de graisse qui ont mal été intégrées par la peau, par le corps et qui ont mal cicatrisé et qui font des petites boules un peu fibreuses. Ça peut se traiter dans les séances d'après, mais voilà, ça peut être surprenant quand on n'est pas au courant. Les autres complications tardives, c'est une insuffisance de volume et une mauvaise symétrie par rapport à l'autre sein. Alors, évidemment, il n'y a pas d'augmentation du risque de cancer du sein. On l'entend parfois, mais maintenant, c'est assez clair avec les études que on n'a pas trouvé de risque d'augmentation de cancer du sein. Évidemment, sinon, on ne ferait pas cette intervention. Et également, ça ne gêne pas la surveillance du cancer du sein, à condition de faire ces examens d'imagerie de surveillance par des radiologues qui sont entraînés et qui ont l'habitude. Alors, on va voir quelques résultats. Je vous présente donc le premier cas de Madame C, qui a donc commencé par une première injection, une deuxième injection, donc c'est la patiente que je vous ai mis au début. Je reprends la photo, une troisième injection et une quatrième injection. Vous voyez qu'on arrive à avoir un volume pas mal. La patiente, le sein contralatéral a été retouché lors de la première injection et on voit son résultat final. Je vous mets le résultat avant-après. Voilà le type de résultat qu'on peut obtenir. Alors, c'est un volume qui est tout à fait correct. C'est pas un petit volume, c'est pas un gros volume. On arrive à avoir de bons résultats. Deuxième cas, donc Madame V, idem, même principe. On commence par injecter avec des petites augmentations de volume. On voit qu'on arrive uniquement à épaissir la peau au début. On continue et on a des résultats parfois pas satisfaisants, parfois qui peuvent faire un peu peur, mais c'est pas grave, on continue. On continue et puis au final, après le troisième lipofilling, la patiente a décidé de faire le tatouage. Et puis après le tatouage de l'aréole et du mamelon, on a fait un quatrième lipofilling pour vraiment peaufiner au maximum le résultat. Je vous mets le avant-après. Voilà. Le sein contralatéral a été retouché avec une mastopexie par round block, c'est-à-dire une cicatrice uniquement autour de l'aréole. Alors, une petite vidéo pour voir la texture du sein, parce que c'est ça qui est important. Un sein qui est souple,
qui est composé de graisse et qui est à peu près similaire au sein contralatéral. Donc pour conclure, c'est une technique qui permet d'avoir une très bonne qualité de reconstruction à terme et de manière définitive, avec un sein qui est naturel, sans implant et qui est souple. C'est malheureusement pas accessible à toutes les morphologies, hein. On ne peut pas faire ça chez des patients qui sont très maigres, trop maigres. Comme je l'ai dit, la reconstruction est définitive, mais un petit bémol, il faut faire attention, vu que c'est de la graisse va se comporter de la même manière que dans le reste du corps, c'est-à-dire qu'elle va varier en fonction du poids. C'est une technique longue, mais réversible. Voilà, je vous remercie. Voilà, merci. Ben, Oui, oui, vas-y, vous on t'entend, m'entendez? c'est bon. Ouais, c'est Bon, bon. ben merci Jenny, Kim et Neil d'avoir fait le tour de toutes ces techniques de reconstruction. Je vais vous parler maintenant des améliorations de reconstruction secondaire. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Alors, c'est une demande extrêmement fréquente pour des tas de raisons. D'abord parce que pas mal de patientes s'arrêtent après un premier temps de reconstruction, alors que, en fait, nous, statistiquement, dans au moins 60 à 70% des cas, on a un deuxième temps de reconstruction. Une reconstruction mammaire, c'est vraiment de la chirurgie sur mesure avec une volonté d'être symétrique par rapport à l'autre sein. Il est très probable, quand on fait une reconstruction, qu'on va avoir besoin de modifier un tout petit peu le sillon sous-mammaire, peut-être le volume de la prothèse, rajouter un petit peu de graisse. Ce sont plein de petits détails qui font la qualité d'une reconstruction. Puis il y a aussi les patientes dont la reconstruction s'est altérée au cours du temps. Ça concerne essentiellement les reconstructions par prothèse, car comme ont expliqué Kim et Neil, lorsqu'on a une reconstruction autologue, on n'a pas de problème de vieillissement de la reconstruction dans le temps parce que c'est des tissus qui sont souples et qui vieillissent assez naturellement. Au contraire, quand on a une reconstruction par prothèse, la prothèse ne va pas avoir tendance à se ptoser avec le temps. Au contraire, elle risque même un peu de se figer et de remonter. Et le sein contralatéral, si c'est un sein naturel, va avoir tendance malheureusement, à s'optoser un petit peu avec le temps. Donc, ça concerne deux types de situations, soit une reconstruction qui n'était pas satisfaisante au départ et qu'on peut améliorer, soit une reconstruction qui était satisfaisante, mais qui s'est altérée avec le temps. L'avantage des retouches de reconstruction, des améliorations de reconstruction, et moi c'est une chirurgie que j'adore faire, c'est que c'est une chirurgie qui est peu invasive, qui a lieu en ambulatoire le plus souvent, et avec une reprise de travail assez rapide parce que l'essentiel de l'intervention a été fait. Il s'agit juste de bouger quelques petites choses. Alors, la première chose à faire lorsqu'on voit une patiente qui a besoin d'une retouche de reconstruction, c'est d'analyser les défauts de la reconstruction. D'analyser plusieurs points, le volume, la forme du sein, la qualité et l'épaisseur des tissus de recouvrement, la précision du sillon sous-mammaire, la symétrie avec l'autre sein et l'aréole. Et puis, on a une liste de techniques à disposition. Bien entendu, on va pouvoir changer la prothèse, on va pouvoir modifier la loge, c'est-à-dire faire une capsulotomie si on veut assouplir la loge, descendre, remonter la prothèse, la mettre plus en dedans, plus en dehors. On a surtout les fillings qui vont nous permettre de napper la prothèse à volonté. On peut changer de technique. Parfois, il arrive qu'il y ait des patientes qui demandent une reconstruction par prothèse, alors que l'indication semble un petit peu tirée par les cheveux. Et effectivement, dans ces cas-là, on prévient la patiente, OK, on peut tenter de voir si on a un bon résultat avec une reconstruction par prothèse, mais peut-être qu'il faudra changer de technique si on n'arrive pas à distendre suffisamment la peau.
Puis, comme autre technique, il y a la fixation du sillon sous-mammaire, parce que la précision de ce sillon est très importante pour la symétrie. La modification du sein contralatéral et enfin l'aréole, parce que très souvent, les patientes qui ont des reconstructions qui ne les font pas, eh ben, elles ne font pas la fin de la reconstruction, elles ne font pas l'aréole et le mamelon. Et nous, on travaille avec une tatoueuse que je trouve absolument merveilleuse et je trouve fascinant de voir le degré de satisfaction des patientes une fois qu'on a tatoué les seins et à quel point ça donne du naturel à la reconstruction. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. Ça, c'est la patiente qu'on avait vue sur la diapositive précédente. Qu'est-ce qu'on voit comme défaut? Premièrement, la surface est irrégulière. Deuxièmement, le volume est à peu près correct, il est un peu plus petit de ce côté-là. Troisièmement, le sillon sous-mammaire, il est trop haut et il est mal défini. Et enfin, les deux aréoles ne sont pas de la même taille et ne sont pas au même niveau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer cette prothèse, on va l'abaisser, on va fixer le sillon en gagnant un petit peu de la peau abdominale pour avoir un déroulé vers le bas. Et puis ce déroulé du sein gauche, on l'aura jamais exactement comme ça sur elle. Donc, on va diminuer le déroulé du sein gauche et réduire la taille de l'aréole parce que d'abord, elle est ovale et ensuite, elle est un petit peu basse. Et donc, voilà le résultat. Ça, c'est avant qu'elle ait corrigé l'aréole par tatouage. Et on voit qu'effectivement, on a une meilleure symétrie, que les sillons sous-mammaires sont au même niveau, que les volumes sont équivalents, que le sein n'est plus bosselé comme avant. Il ne reste plus qu'à élargir cette aréole. Voilà une autre patiente. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme défaut? Eh ben, elle est asymétrique et on n'arrivera jamais à faire un sein comme le sein droit avec une prothèse parce qu'en fait, elle est complètement plate jusqu'à l'aréole. Le plus simple, et le résultat de l'autre côté, il est pas mauvais. Le sillon est au bon niveau. Par contre, on voit un peu les contours de la prothèse et on a l'impression, dans le partie supérieure, dans le décolleté, d'avoir un creux ici. Donc, on a fait un filling autour de la prothèse, mais aussi on a augmenté le sein droit grâce à la mise en place d'une prothèse. Et enfin, on a fait l'aréole et le mamelon. Et donc, voilà le résultat. Une prothèse nous a permis de symétriser le décolleté, parce qu'on ne peut pas avoir de reconstruction par prothèse avec un décolleté qui est creux. On n'arrive pas à le faire. Et elle a un nettement meilleur résultat. Une autre patiente, donc c'est une reconstruction bilatérale avec du côté droit une adhérence de la cicatrice sous-aréolaire qui donne un pli qui est très inesthétique, mais on voit aussi que les implants ne sont pas suffisamment larges. Il y a une mesure qu'on prend régulièrement en consultation qui est la largeur de l'hémithorax. Et lorsque la prothèse est plus petite et qu'elle laisse voir le bord latéral ici du thorax, on a rarement de bons résultats. Donc, on va changer les prothèses pour des prothèses un peu plus larges, on va libérer l'adhérence et puis surtout, on va napper de graisse. Voilà le résultat. Après, on ne voit plus les implants, on a un rebord du sein qui va en dehors de la ligne externe du thorax et il n'y a plus l'adhérence qu'on a vue ici. Une autre patiente, c'était une reconstruction immédiate avec une matrice et il y a une coque sur la reconstruction avec un pli ici qui est assez inesthétique. On va donc libérer cette adhérence, changer la prothèse, napper de filling, et c'est les fillings qui ont métamorphosé nos deuxièmes temps de reconstruction. Et puis, le sein contralatéral, il est inimitable par une prothèse. Il est trop ptosé avec une aréole trop large. Et donc, voilà le résultat. Redrapage du sein droit, changement de la prothèse, libération des adhérences et surtout nappage par du filling. Cas un peu plus compliqué, c'est une reconstruction avec une prothèse. Il y a eu, je crois, une lymphocèle
en avant du muscle pectoral avec une rétraction majeure sur la lymphocèle. Quant au sein droit, il est totalement inimitable par une reconstruction par prothèse. Donc, on a décidé de changer et d'abaisser la prothèse, de libérer toutes les adhérences sous-cutanées et de faire une réduction de volume et la mise en place d'une prothèse de l'autre côté, du côté droit. Et puis, dans un deuxième temps, un léger filling. Et donc, voilà le résultat. On est à peu près symétrique en volume et en niveau. Il reste effectivement un sein qui est un tout petit peu plus ptosé, mais on n'arrivera pas à faire beaucoup mieux. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est déplacer l'aréole ou l'enlever et refaire quelque chose qui soit exactement au bon niveau pour l'aréole et le mamelon. Voilà une autre patiente qui a une prothèse qui est trop volumineuse, un sein controlatéral qui est pareil, inimitable parce que creux dans les cadrans supérieurs, et elle refuse qu'on touche au sein controlatéral. Donc on a décidé de supprimer la prothèse et de la remplacer par 4 fillings. Et voilà le résultat. Donc, elle n'a plus de corps étranger, la prothèse a été retirée et comme le sein controlatéral n'était pas très très volumineux, on a réussi à refaire un sein exclusivement avec sa graisse. En conclusion, il semble que 30 à 40% des patientes sont déçues du résultat de leur reconstruction mammaire, que 95% des reconstructions mammaires par prothèse se détériorent avec le temps, en tout cas la symétrie se détériore, et la plupart des patients et des médecins semblent le considérer comme une fatalité, alors que ça nécessite une chirurgie qui est effectivement assez technique et qui fait appel à beaucoup de petites astuces, mais ce sont des techniques qui sont peu invasives et qui permettent une reprise du travail au bout de 2-3 jours en général et une hospitalisation en ambulatoire. C'est pour ça que nous avons créé cette unité que nous appelons Restitute, qui est une unité constituée de chirurgiens qui sont spécialisés dans la reconstruction mammaire. Enfin, pour conclure ce webinaire, les reconstructions mammaires secondaires, ça concerne énormément de femmes. Beaucoup de femmes ne sont pas satisfaites de leurs résultats après un premier temps. Et nous voudrions dire à toutes ces femmes qu'il n'y a pas de chirurgie très lourde qui les sépare d'un bon résultat. Voilà, je vous remercie d'avoir passé ce temps avec nous et si vous voulez nous poser des questions, on est là pour vous répondre. Peut-être un petit mot, Isabelle, sur la série de podcasts qu'on vient de faire. On en Oui, profite. on vient de faire avec Delphine Rémy une série de 9 podcasts. Donc Delphine Rémy anime des podcasts qui s'appellent Naître princesse et devenir guerrière. Et elle a fait une série de 9 podcasts qui font le tour de toutes les techniques et les possibilités de reconstruction. Et je dois dire que nous avons été extrêmement impressionnés par son énergie, par l'énergie qu'elle a mis là-dedans et par sa capacité à fédérer autour d'elle des gens qui veulent diffuser de l'information. Donc, merci et bravo Delphine. Voilà, le podcast s'appelle Naître princesse, devenir guerrière. Il est disponible sur les plateformes d'écoute Spotify, Apple, etc. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Le premier épisode est sorti aujourd'hui et ça va s'étaler sur les semaines qui suivent. Je vous souhaite tous de passer une bonne soirée et puis à bientôt peut-être dans d'autres prochains webinaires. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, bonne Au soirée. revoir à tous.